Merci beaucoup. Je ne vais pas vous relancer parce on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que j'en retiens quand même, c'est qu'il y a une péréquation qui se fait entre les rayons. C'est-à-dire que grosso modo, on peut quand même dire que les fruits et légumes payent la marge d'autres rayons qui font beaucoup moins de marge. Parce que plus de 100% de marge, c'est colossal. Enfin, alors, on avait auditionné la FCD qui nous avait parlé des pertes qui sont, enfin, je ne sais pas si vous avez un chiffre à nous donner sur les pertes, mais qui sont pas non plus, non plus de l'ordre de la moitié, quoi. Hein. Il faut, non, mais je sais pas, j'en sais rien. Enfin, mais d'ailleurs, j'avais avancé le chiffre de 10% qui, je crois, il faut que je vérifie, n'avait pas été contesté par la FCD, mais enfin. Bref, et deuxième élément, la péréquation, elle se fait quand même, puisque les produits d'importation sont moins chers et que donc ils sont plus destinés à faire les prix d'appel, c'est que c'est quand même les productions françaises qui financent la marge qui n'est pas faite sur les produits d'importation, quoi. C'est quand même, en tout cas, ce qu'on voit sur la tomate, mais ce que vous confirmez aussi pour la pomme poire. Alors, je reviens sur la question de l'étiquetage, parce que j'étais en train de me faire cette réflexion. Autant je peux comprendre qu'il y a un problème sur les produits transformés, c'est-à-dire qu'une compote de pommes transformée en France de pommes polonaises peut arborer un drapeau français, autant la pomme polonaise, elle ne peut pas avoir le drapeau français. Donc le problème de l'étiquetage, c'est pas tellement sur l'utilisation, je parle des produits bruts, hein, mais c'est pas tellement l'utilisation de symboles français sur des productions d'importation, c'est qu'en fait les produits d'importation ne sont pas clairement étiquetés. C'est ce que vous avez dit sur la tomate cerise. Oui, c'est le phénomène que l'on constate. Alors évidemment, il y a des lieux très contrôlés où l'identification de l'origine est parfaitement réglementaire, mais ce que nous avons constaté, hein, c'est qu'il y a des circuits moins contrôlés dans les zones un peu plus difficiles où on perd l'identification de l'origine sans qu'il y ait une forte présence de contrôleurs. Nous avons envoyé sur place des agents de notre association qui se sont entendus répondre, ces pommes, quelle origine? C'est de la Rungis. Mais on n'avait pas clairement l'origine du pays et on n'a pas croisé beaucoup de contrôleurs qui venaient sanctionner cette absence d'identification, alors que dans les endroits beaucoup plus calmes et beaucoup mieux tenus, à la virgule, les choses sont contrôlées. Ouais. Donc, ce que l'on craint, c'est que le phénomène puisse s'étendre et également après la restauration collective. Là, c'est réglementairement pas obligatoire. Donc c'est pas tellement le problème du règlement INCO, c'est que la réglementation n'est pas respectée et qu'il y a un défaut de contrôle enfin, alors un défaut de contrôle, cela dit, alors, je suis pas là pour faire la communication du gouvernement, mais depuis la mobilisation agricole, a été annoncé, je crois, 1000 contrôles qui ont quand même révélé, notamment sur la francisation, quasiment un tiers je ne sais pas si on peut qualifier ça de fraude, mais enfin en tout cas de non-conformité sur l'étiquetage. Mais pour bien comprendre ce que vous dites sur la question de l'étiquetage, c'est pas tant la réglementation qui fait défaut, c'est bien la nature des contrôles le respect de la réglementation. Enfin, si vous me permettez, sans rajouter de complexité aux choses, hein, mais aujourd'hui, sur la question de l'origine des produits, bon, il y a des contrôles qui sont en cours, il y a des choses qui se font, on constate des erreurs manifestes, mais très honnêtement, la grande distribution, en matière d'origine des produits, je parle pommes, ne pose pas de questions particulières. On sature le marché. Aujourd'hui, si vous voulez trouver de la pomme française, vous allez en GMS, vous allez trouver de la pomme française. Il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Aujourd'hui, où on a un sujet sur l'origine des produits, on a la tomate, mais nous, sur les fruits à pépins, c'est la problématique de la poire. Si on veut bien illustrer la problématique de la poire, en poire, on n'est pas souverain. En poire, on produit grosso modo la moitié de ce qu'on consomme. Là, il y a une tentation très forte, pas de la grande distribution. La grande distribution, elle veut acheter de l'origine France. Mais vous avez des opérateurs qui francisent, c'est-à-dire qui achètent de la pomme à l'étranger et qui la rendent française. Aujourd'hui, on a une action de recherche, nous, recherche et développement, avec un partenariat avec un laboratoire où on est en capacité de tracer l'origine des fruits par analyse. On est dessus. Là, on a un sujet. Mais très honnêtement, si demain, on produit 100% de la poire française, de la consommation de poire en France, la problématique va se poser d'une façon tout à fait différente. C'est pour ça que quand on parle de souveraineté, la question du niveau de production et du niveau d'autonomie qu'évoquait Monsieur le Président tout à l'heure est extrêmement importante. C'est extrêmement important. Et ensuite, pour aller dans votre sens, où on a une perte de traçabilité,
C'est plutôt sur les marchés de plein vent, où là, effectivement, on a une perte de traçabilité qui est majeure. Alors, volontaire, pas volontaire, je ne sais pas. Par contre, c'est un travail de fourmi d'aller contrôler tout ça. Nous, ça remonte très très fort. Dès qu'un producteur en constate sur un marché, je peux vous dire que ça fait beaucoup de bruit. Donc ça, il y a une réalité. Mais où on a un autre sujet, il y a le transformé, mais vous avez tout le frais dans la restauration à domicile ou dans la restauration commerciale. Vous mangez une bavette au restaurant de l'Assemblée nationale, normalement, on doit vous dire d'où elle vient. Normalement. Vous allez à la corbeille de fruits, il n'y a pas cette information-là et c'est pas une obligation. Alors moi, on n'est pas spécialement fanat d'eux, mais ce qui est certain et ce que montre le baromètre fruits et légumes Interfel, c'est que quand le consommateur français sait que le produit est français, dans les 2 tiers des cas, il confirme son acte d'achat par la question de l'origine. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et aller dans le sens de la souveraineté, c'est apporter la bonne information partout et sur tous les produits. Merci beaucoup. J'ai une question j'essaie d'être rapide, hein, sur le traité de libre-échange avec le Maroc sur la tomate. J'ai eu l'occasion alors il faut que je retrouve, ce serait bête, voilà, de poser une question écrite l'année dernière sur ce que vous disiez, Monsieur le Président, sur l'actualisation des seuils, donc de tête, je crois que le seuil n'a pas été revu, enfin corrigé de l'inflation depuis plus de 20 ans, il me semble. Et puis il y a cette difficulté effectivement qu'il y a qu'un seul seuil qui concerne la tomate en général et qui a été contourné finalement par la tomate cerise qui est naturellement plus chère. Et dans la réponse qui m'a été faite par le ministre, il y a une phrase qui m'a interpellé, et c'est pour ça que c'est intéressant que vous puissiez y répondre. Publié quotidiennement par la Commission européenne par produit et par pays d'origine, cette valeur forfaitaire à l'importation est calculée sur la base de prix représentatifs des produits importés notifiés par les États membres de la Commission européenne. Les travaux techniques menés entre les services du ministère chargé de l'Agriculture et les organisations professionnelles n'ont pas permis à ce stade de construire une proposition de modification de la méthode de calcul et de la valeur forfaitaire à l'importation et de la modification du code douanier qui en découlerait. Alors la question que je vous pose, c'est quelle est la nature des échanges que vous avez avec le ministère qui n'ont pas apparemment réussi à aboutir à une modification de ces seuils? Alors au niveau de l'AOP Tomates et Concombres de France, nous échangeons notamment avec les producteurs espagnols qui partagent le même point de vue, ainsi que les producteurs italiens. Donc dans le cadre du comité mixte des fruits et légumes, et nous avons interpellé la Commission européenne sur le sujet. Et effectivement, l'année dernière, nous avons envoyé un courrier auquel nous n'avons pas eu forcément de réponse favorable. Nous avons demandé de modifier à plusieurs reprises la méthode de calcul de la valeur forfaitaire à l'importation, de modifier également le niveau du prix d'entrée qui n'a pas été revu depuis sa création à 46 centimes. Et au final, à chaque fois, nous prenons une réponse négative. La réponse est que finalement, les importations marocaines sur le territoire européen représentent que 6% des volumes, voilà, au global. C'est la réponse que nous avons. Possible. Alors, ma question ne portait pas tellement sur les relations avec les autres organisations de producteurs, mais avec le ministère, hein, parce que la réponse est très claire sur la question de, je vous relis, hein, mais les travaux techniques menés entre les services du ministère chargé de l'agriculture et les organisations professionnelles n'ont pas permis à ce stade de construire une proposition de modification de la méthode de calcul de la valeur forfaitaire à l'importation et de modification du code douanier qui en découlerait, qui soit suffisamment argumentée au fond pour convaincre de la nécessité d'un changement. Et le ministre ajoute, cette étape est déterminante, sachant que c'est effectivement la Commission européenne qui décide. Mais ce qu'on comprend finalement, c'est que le ministre nous répond que la concertation avec les organisations professionnelles est déterminante pour arriver à construire une proposition auprès de la Commission européenne, mais que cette concertation n'a pas abouti. Et là, vous nous dites qu'en fait, elle n'a même pas eu lieu, quoi. C'est ça la question, la réponse. Oui, tout à fait, elle n'a pas eu lieu, justement. Oui. Il n'y a pas eu de concertation. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez formulé des demandes d'échange avec le ministère pour pouvoir travailler sur cette question? Quelles sont les réponses que vous avez eues sur le sujet? Non, on n'a pas forcément eu d'échange sur le sujet avec le ministère, en fait, en direct, tout simplement. Et vous avez été demandeur,
enfin, j'imagine que vous avez eu l'occasion d'échanger avec les services du ministère sur cette question. Enfin, Oui, tout à fait. En fait, on le signale finalement nos problématiques vis-à-vis du Maroc, mais au final, aujourd'hui, on préfère passer au niveau de la Commission européenne puisque en fait, c'est un accord européen qui nous concerne et donc, de notre point de vue, c'est à ce niveau-là que nous devons agir. merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Nous aurons l'occasion d'interroger le ministre sur cette question. Comment vous vivez, voilà, c'est peut-être assez, c'est peut-être plutôt du côté passionnel, mais comment vous vivez les deux visites récentes qui ont été faites par le ministre au Maroc, qui a vanté le partenariat agricole avec le Maroc, qui nous dit dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux que la souveraineté, c'est de la coopération. Comment vous vivez cette relation avec le pays? Et enfin, surtout, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est quel est l'intérêt finalement de cette coopération, en tout cas pas sur la tomate. C'est assez flagrant, mais voilà, quelles sont un peu vos impressions sur ce sujet? Je pense que ça passe un petit peu au-delà de nos revendications. Et c'est des accords, je pense que les accords entre le gouvernement français ou européen avec le Maroc, c'est on achète avec le Maroc un peu la paix sociale, on vend des céréales. Et à mon avis, les tomates, ça reste la monnaie d'échange qui est un peu négociée sous le coude. Hein. À mon avis, c'est ça. Hein. Bon, on n'a aucun moyen de poser la question par rapport aux relations qu'on a avec le ministère. Sur ce sujet-là, on n'a aucune relation. On a plutôt engagé des démarches auprès de la Commission européenne avec des députés européens pour faire avancer notre dossier, pour revendiquer pour faire réviser le fonctionnement des taxes compensatoires. Parce que pour nous, faut aller très haut pour arriver à gagner du temps, quoi. C'est pas le ministère de l'Agriculture français qui va nous aider, au moins dans un premier temps, quoi. C'est dans les mains de la Commission européenne, je pense. Enfin, le gouvernement a quand même son mot à dire. Hein, enfin, il y a un conseil, il y a des conseils. Enfin, le ministre de l'Agriculture va régulièrement à Bruxelles, justement, pour participer à des conseils. Donc bon. Je voudrais terminer par une dernière question. Je crois que j'aurai un collègue qui vous posera là une question sur l'acétamipride, qui est un vrai sujet. Mais déjà, plus largement, Interfel nous a envoyé une liste de surtranspositions qu'ils ont pu constater au niveau de la filière. Si vous-même, vous avez des éléments sur ce sujet, ça nous intéresse parce que c'est un vrai sujet. Et si nous pouvons arriver dans cette commission d'enquête à proposer une liste pour toutes les filières des surtranspositions, ça nous serait intéressant. Mais je voudrais peut-être vous faire réagir sur une des surtranspositions assez récentes sur les emballages, parce que je vous sais assez actif, notamment M. Sauvette, sur le sujet. Donc je pense que ce serait important que vous puissiez vous exprimer sur ce point. Oui, en fait, sur ce sujet, je vais dire des choses qui sont d'une banalité extrême. C'est que, en fait, il y a un décret franco-français qui s'applique depuis le 1er janvier, et avec l'Europe qui, en dernier lieu, avait fait savoir que ce décret n'avait pas de lieu d'être. Il n'était pas conforme, il devait être retiré. Et puisque dans le même temps, l'Europe travaillait sur la question, il y a eu un accord du trilogue, enfin, les choses avancent avec des perspectives d'interdiction à échéance de 2030. Mais pour ce qui nous concerne, les interdictions de plastique pour les emballages de moins de 1,5 kg pour les fruits et légumes, en dehors de quelques exceptions, cette obligation est déjà opérationnelle. Donc on avait un message tout simple auprès du ministre, c'est de dire soyons suffisamment européens, puisqu'on nous évoque le fait qu'on ne voulait pas de surtransposition pour retirer ce décret et nous en remettre à l'évolution réglementaire qui serait décidée collectivement à l'échelle européenne, de manière à ce que nous soyons strictement dans les mêmes conditions de compétitivité que les autres pays européens. Et pour l'instant, ça n'est pas, nous n'avons pas de succès en la matière.
ce qui nous étonne, puisque quelque part, là, il n'y a pas d'effet budgétaire, il n'y a pas de... Il y a simplement à dire oui, c'est vrai, en plus l'Europe nous le demande, nous le retirons, et donc nos filières de fruits et légumes frais évolueront en matière d'emballage au rythme où évoluera la réglementation européenne. Et alors après, je pousserai un peu, puisque quelque part, on est d'autant plus agacé par la situation, c'est que même si jamais tout le monde a envie de voir le rayon alimentaire baisser en termes de consommation de plastique, s'en prendre simplement aux fruits et légumes frais a un premier effet que nous trouvons assez détestable, c'est que les consommateurs qui achetaient ces emballages de moins d'1,5 kg avec 6 pommes dans une barquette avec un film plastique. Cela leur est interdit aujourd'hui. Donc, nous avons basculé avec des chaînes qui permettent de mettre ces 6 pommes dans du carton. L'effet commercial est assez dissuasif pour le consommateur, puisqu'on en constate des baisses de vente. Qualitativement, le carton, eh bien, il n'a pas le même effet. Et donc, ce que l'on constate globalement, et il faudra le mesurer malheureusement après coup, c'est que cette décision, elle ne baissera pas la quantité de plastique au rayon alimentaire, puisque le comportement du consommateur, hein, c'est factuel, fait que la praticité, l'accessibilité amène plutôt à favoriser des modes des fruits quatrième gamme, transformés, ultra transformés, au détriment de la consommation des fruits et légumes frais. Et donc, on considère que ça n'est pas l'objectif qui était souhaité, puisque tout le monde s'accorde à dire que la consommation des fruits et légumes frais devrait augmenter, et venir pénaliser spécifiquement le fruit et légumes frais au profit du transformé, du tas transformé, nous paraît aussi être une aberration. Alors, il se trouve que en se mettant au moins en accord avec l'évolution des règles telles qu'elles seront à l'échelle européenne, ça aurait été déjà une première marque d'acceptation, d'évoluer au rythme de l'Europe, et non pas de prendre les devants selon le théorème très franco-français qui dit que nous allons faire mieux que les autres et les autres suivront. Mais entre-temps, nous perdons en compétitivité et les autres ne suivent pas toujours. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette audition et ces explications. J'ai plusieurs questions. Il avait été dit au moment de la crise agricole que l'essentiel des tomates marocaines, en tout cas moi je parle des informations publiques en tant que profane, couvrait essentiellement les importations d'hiver. Il y a eu une action et que l'accord avec le Maroc, si de mémoire, allait du 1er octobre au 1er mars ou 1er mai, je ne sais plus, et donc visiblement couvrait cette saison. Il y a une action nationale de syndicats agricoles qui a été menée, je crois, il y a quelques jours, fin avril, avec plusieurs actions dans un certain nombre d'enseignes de la grande distribution, qui relevaient, donc après l'hiver, en tout cas à un moment où il y avait une production française visiblement disponible et de qualité, des rayons occupés à plus de 50% par les importations de tomates marocaines. Et je cite ces syndicats agricoles, pendant ce temps, des producteurs français de tomates, donc de saison, qui ne trouvaient pas preneur en France. Et je les cite, qui finissaient à la poubelle. Alors, ce sont des propos dans les médias. Mais est-ce que vous êtes au courant de ce problème et qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, bien sûr, on est au courant de ce problème. On a mené des actions, comme je l'expliquais tout à l'heure, la semaine dernière, de stickage sur des barquettes d'origine Maroc. Bon, ce qu'on déplore, c'est que les accords européens ne sont pas du tout respectés. On voit des tomates, même pendant la période estivale en France, hein, les tomates marocaines, aujourd'hui, c'est 12 mois sur 12 de production, et les clients de grande distribution mettent les tomates marocaines en avant dans le linéaire, en plus avec un prix très attractif et qui trompe aussi le consommateur par ce type d'emballage. Hein. Mais bon, ça, on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui, à part les actions qu'on a engagées avec nos confrères espagnols et italiens pour faire pression sur la communauté européenne. Mais on est là aujourd'hui et on subit vraiment le contrepoids de l'importation marocaine qui vraiment nous bousille notre marché, quoi. Parce que pratiquement on est autosuffisant en production à partir de maintenant, du mois de fin avril, début mai.
production française est autosuffisante. Donc ça vient en concurrence et faire baisser les prix et puis détériorer le marché français, quoi. Pour compléter les propos, effectivement, depuis la semaine dernière, en fait, on a un marché de la tomate cerise qui s'est fortement dégradé. Et aujourd'hui, les producteurs ne comprennent pas pourquoi, face à eux, on retrouve du produit marocain à bas prix dans les étals, alors qu'eux, ils ont du produit qui, justement, les marchandises n'arrivent pas à passer en termes commerciaux. C'est ça la difficulté qu'ils rencontrent aujourd'hui. On posera la question à la grande distribution, mais ils nous diront que ce sera la faute des autres. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces éléments. J'avais été attentif à ce que vous aviez dit. Alors, je précise ma question. Est-ce que les éléments qui ont été mis par ces syndicats dans la presse, à savoir qu'il y avait de la production française, il y a une concurrence, c'est une chose. Moi, je suis contre, mais bon, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment de la production française qui n'est pas écoulée, qui donc, je reprends la citation que j'avais trouvée, je crois, dans Europe 1 de la FDSEA de l'Ille-et-Vilaine, la production française qui, je cite, finit à la poubelle. C'est ça l'élément, en tant que profane, une fois de plus, choquant, enfin, le plus choquant dans un flot de choses choquantes, mais quelque chose qui est choquant pour des gens qui aujourd'hui ont du mal à s'alimenter. Oui, c'est vrai, il y a des lots de tomates qui ont été jetés parce qu'il n'y avait pas de clients, on ne trouvait pas de clients en face. Oui. C'était le problème la semaine dernière. Bon, même encore cette semaine, hein, on est aussi confronté à des conditions climatiques qui ne sont pas non plus très favorables pour la consommation des crudités. Mais bon, si on enlevait les tomates marocaines, je pense qu'on serait autosuffisant, on n'aurait pas besoin de jeter nos tomates, quoi. Merci beaucoup. Donc j'ai trouvé une information, un article du Point. Je cite mes sources, hein, parce qu'une fois de plus, moi je suis profane dans ce domaine, de Monsieur Pelleras, donc du 24 avril 2024, donc très récemment, qui fait état d'un voyage du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau au Maroc, donc au salon de l'agriculture marocain, donc Maroc, pays ami et peuple ami, il n'y a pas de problème, donc à Meknès. Mais donc on apprend quand même des choses, en tout cas moi j'ai appris des choses qui ne font pas grand public, une fois plus quelques mois après une crise agricole qui d'ailleurs n'est pas finie. Et donc on apprend qu'à cette occasion, 8 accords ont été conclus entre la France et des organisations professionnelles et des groupes d'intérêt agricoles français, portant sur la formation, mais visiblement aussi sur des opportunités de marché. Donc première question, est-ce que vous confirmez ces accords, est-ce que vous en avez connaissance, et est-ce que ça a des conséquences aujourd'hui ou à venir sur les filières françaises ou des filières européennes qui respecteraient mieux ou qui respecteraient moins mal les critères français. On apprend aussi dans cet article, un point que vous avez soulevé et abordé dans une de vos réponses, que effectivement, je mets ça au conditionnel puisque moi je n'en sais rien, c'est ce que dit cet article, les accords favorisant la culture des tomates. Alors je le cite d'ailleurs, une stratégie marocaine qui consisterait non pas à nourrir les Marocains, mais à exporter exclusivement. Et donc en fait, la stratégie du Maroc serait de cultiver pour exporter et d'importer pour nourrir sa population. Donc est-ce que vous êtes au courant de cette stratégie? Est-ce que c'est ce que vous confirmez, en tout cas dans les informations que vous avez, avec les conséquences que ça a pour la France? Bon, on n'est pas là pour parler du peuple marocain, mais on pourrait aussi y penser. Et on apprend dans cet article-ci que l'accord, le contingent de tomates autorisé à l'importation du Maroc à la France aurait été soutenu par la FNSEA à travers son président de l'époque, il n'est plus là le pauvre pour se défendre, mais enfin, c'est une citation, c'est un verbatim hein, de cet article, du Courrier de l'Atlas, donc un quotidien, enfin un journal pardon, marocain, du 15 février 2012, où on apprend donc qu'il y aurait eu un accord entre la FNSEA et le ministère marocain de l'Agriculture pour autoriser, et je cite, entre guillemets, la FNSEA accorderait un soutien inconditionnel à la ratification de l'accord. Donc est-ce que vous êtes au courant de ce soutien de la FNSEA à cet accord, à ce contingentement, qui a quand même eu des conséquences visiblement après pour la filière française? Et je suis désolé, c'est un peu long, mais bon, il y a quand même beaucoup d'informations dans cet article. On apprendrait donc effectivement à la fin que le deal serait effectivement donc d'exporter des céréales françaises en échange de tomates marocaines. Donc des informations quand même consternantes de mon point de vue dans cet article du Point, et pour avoir vos réactions face à ces informations qu'on peut trouver sur Internet. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est les retours qu'on a, bon, pas forcément officiels,
Mais bon, on a notre collègue adhérent de l'AOP qui était présent en tant que représentant de Légumes de France au Maroc à ces réunions, qui a été mis un peu de côté dans certaines entrevues entre le ministre et puis les autorités marocaines. Mais par contre, qui est intervenu en notre faveur auprès des Marocains pour se plaindre un petit peu du problème de respect des taxes compensatoires, des quotas qui ne sont pas respectés. Mais on sent bien qu'il y a une forte pression un peu et des accords. Je pense que la tomate devient un produit d'échange entre les céréales et les tomates marocaines. Ça, c'est un peu dommageable pour notre profession. Mais je confirme vos dires et ce qui a été écrit aussi dans la presse. Je peux rajouter aussi par rapport à la tomate marocaine, c'est qu'on dit tomate marocaine, mais elle est produite dans une enclave mauritanienne à Darla. Voilà, donc c'est pas, les accords normalement sont signés entre le Maroc et la communauté européenne et non entre le Sahara occidental et la communauté européenne. Et là, il y a un vrai débat là-dessus. Il y a une plainte qui a été déposée il y a quelques années. Et ça passe tu sais, c'est le Front Polisario. C'est le Front Polisario qui réagit et normalement ça passe à la communauté européenne fin juin. Normalement c'est plaidé fin juin. Merci, Monsieur le Président. Je continue dans mes modestes recherches. Donc sur ces accords avec le Maroc sur les tomates, j'ai appris, en tout cas j'ai lu, qu'il y avait des sociétés à capitaux français qui en fait étaient maille à part, qui avaient intérêt dans des exploitations marocaines. Alors notamment deux entreprises, Savéol et Idil, qui seraient donc jugées parties, si je puis dire, en tout cas qui auraient des capitaux sur ces sociétés d'exploitation marocaines, donc qui seraient à la fois un acteur économique en France et au Maroc, bon, ce qui peut interroger compte tenu du conflit qu'il y a eu notamment avec les productions bretonnes qui sont aussi souvent plus ou moins liées à Savéol. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je mets ça au conditionnel. Et aussi, donc, à cette occasion, on apprend deux choses. D'une part, que ces entreprises auraient tenté de rassurer les autorités françaises en prenant l'engagement de passer le salaire marocain en 2028, enfin pour les ouvriers marocains, le passer de 1 euro de l'heure à 1,50 €. Je voudrais quand même informer ceux qui nous regardent de l'ordre de grandeur, dans leur grande générosité, et aussi qu'ils utiliseraient, je cite, des pesticides interdits de longue date en France. Sur l'origine des participations françaises. Il y a 30 ans, il y a des producteurs qui sont partis au Maroc, c'est vrai, de Savéol et d'autres structures françaises, mais qui sont plus présents depuis au moins une vingtaine d'années, quoi. Il n'y a plus de capitaux français, ça on peut vraiment vous l'affirmer, parce que bon, nous, dans nos adhérents, on a l'ensemble des opérateurs français, dont Savéol, et je peux vous dire que c'est franchement pas... C'est franchement des mensonges qui sont abordés dans la presse. À l'origine, il y en a eu. Il y a eu des Français qui sont allés travailler là-bas, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Juste pour compléter, en fait, à l'origine, les opérateurs français, effectivement, sont allés au Maroc, mais c'était pour avoir aussi une production sur la partie hivernale, chose qu'ils n'avaient pas. C'était pour cet objectif-là, en fait, qu'ils ont souhaité aussi se développer au Maroc. Mais finalement, travailler avec les Marocains était trop compliqué. C'est pour ça qu'ils ont aussi abandonné. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour ces informations. Ça permet effectivement aussi de rétablir certaines vérités, parce que c'était des informations disponibles à des dates récentes. C'était pas du tout, j'ai vérifié les dates, c'était pas du tout des informations datant effectivement de cette époque-là, qui évoquaient des consortiums avec des hommes d'affaires marocains. D'ailleurs, c'est pas illégal, mais bon, c'est intéressant. Effectivement, je vous remercie d'avoir votre retour. Je voudrais passer sur les pommes et les poires. Vous avez un peu abordé le sujet de la francisation, donc une fraude. Est-ce que vous pourrez revenir dessus? Donc j'ai entendu vous développiez, vous co-développiez des moyens techniques et scientifiques pour identifier cette francisation. Est-ce que vous pourrez quand même revenir sur l'ampleur du phénomène et comment aussi, quand même là on est dans le cadre européen, donc si j'ai bien compris, il s'agit essentiellement de fraude venue de Belgique et des Pays-Bas, en tout cas pour la poire, si j'ai bien compris, donc au sein du marché commun. Et donc moi j'aimerais comprendre pourquoi au sein du marché commun, on a besoin
d'utiliser des outils d'une telle complexité. Alors, on pourrait le comprendre de pays sur lesquels les autorités européennes ne sont pas souveraines. On ne peut pas contrôler, on ne va pas contrôler, enfin c'est très difficile de contrôler qu'est-ce qui se passe au Brésil ou au Canada. Bon, encore c'est des démocraties, je ne parle même pas qu'on va contrôler la production sur des régimes autoritaires ou des dictatures. Mais alors comment se fait-il qu'on ait besoin d'outils scientifiques quand même assez poussés? Alors je ne connais pas leur coût, enfin, coût unitaire pour une pomme ou une poire, ça me paraît quand même exorbitant, et que ce ne soit pas simplement contrôlable au sein de marchés communs, en plus qu'avec deux pays, la Belgique et les Pays-Bas, qui sont pas des démocraties fragiles. Alors, de façon très, très concrète, c'est pas une question de relation entre États. C'est une question purement d'intérêt financier. On est incapable de mesurer l'ampleur, tout simplement parce que les choses sont sans doute très bien faites et qu'on ne développe cette méthode qu'on a besoin d'étalonner, qui nous coûte un investissement de 50 à 60 000 euros par an, qu'on est en train d'alimenter la base. On teste pour alimenter la base et déterminer effectivement quel est le profil de résonance magnétique de la poire produite dans telle région de Belgique, dans telle région des Pays-Bas, mais on fait aussi l'Italie, on fait aussi l'Espagne, etc., etc. Nos principaux concurrents, pour savoir, et naturellement les régions françaises. Donc on fait beaucoup d'analyses. Et la base s'étalonne petit à petit. Donc vous donnez des chiffres sur l'ampleur de la fraude, on le saura quand on aura la base suffisamment affinée pour pouvoir générer pour le coup des contrôles aléatoires sur le territoire français. Contrôles aléatoires qui sont très demandés par la grande distribution, parce qu'ils ont le sentiment de se faire un peu avoir. Je vais vous dire pourquoi ils se font un peu avoir. On a une différence de compétitivité prix qui est majeure avec la Belgique et les Pays-Bas sur la poire. C'est une réalité. Ce qui fait qu'on peut trouver des poires d'origine de ces pays-là à des tarifs qui sont de 30 à 40% moins chers à la même saison que des poires origine France. Ok. Donc, si vous voulez, par contre, une fois qu'on a mis le drapeau français ou qu'on a mis le gène code, le code d'origine France, elles valent le même prix pour le distributeur, vendu au distributeur, qu'une poire française. Donc, si vous voulez, c'est pas une question de contrôle ou de discussion entre États. C'est juste qu'il y a des gens qui fraudent. Voilà. Ils fraudent. Ils achètent de la poire tout à fait belge ou tout à fait néerlandaise. Ils l'amènent en France. Ils changent les emballages et l'identification. La poire devient française. OK. Et elle gagne 25, 30, 35%. Voilà. Sans rien faire, à part ça. Ça a été démontré sur le kiwi. Ça a été, il y a eu une expérience sur le kiwi, et voilà, on est dans cette situation-là. Vous avez encore des questions? Ok. Merci, Monsieur le Président. Si vous avez plus d'informations détaillées à communiquer sur cette francisation, je serai quand même preneur pour la commission, si c'est possible, Monsieur le Président. Si on pourrait avoir, pour pas reposer, pour pas perdre du temps, si on peut avoir. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Merci, parce que je trouve que c'est un problème intéressant, même pour la lutte contre la fraude en général. Je pense que ça intéressera tout le monde. Non, mais une question sur les nouvelles. Une fois de plus, c'est une question de profane, donc j'ai aucune prétention à dire les choses en dehors du conditionnel. Sur les nouvelles marques, enfin, des campagnes sur des variétés, pardon, qualitatives. Bon, la plus connue, sans faire de publicité, Pink Lady ou d'autres. Moi, je m'intéresse, enfin, j'ai une question sur la répartition de la valeur sur ce genre de filière de montée en gamme. Comment la valeur est répartie quand un exploitant français utilise cette variété, la produit? Combien est-ce que ça coûte? Est-ce que ça coûte plus cher qu'une autre variété? Quels sont les prix marketing? Parce qu'il y a des publicités, donc j'imagine que chacun contribue. Enfin, en tout cas, quel est le modèle? Et donc au final, est-ce que avec cette montée en gamme, en tout cas ça avait été présenté comme une stratégie de montée en gamme, est-ce qu'au final, avec tous les coûts liés à cette variété particulière et marketée, commercialisée et comment dire grand public, enfin avec beaucoup de publicité, excusez-moi, est-ce qu'ils s'y retrouvent? Voilà, est-ce que les producteurs s'y retrouvent à la fin? Et question totalement inverse qui est liée, j'ai lu aussi dans des ressources sérieuses
qu'à l'inverse, pour l'entrée de gamme en France, voire le premier prix, il y aurait des pommes commercialisées en France qui seraient considérées comme des pommes étrangères, pardon, qui, si elles étaient produites dans les conditions dans lesquelles elles sont produites dans ces pays étrangers, seraient considérées en France comme des déchets ou juste bonnes à faire autre chose, en tout cas pas à la grande consommation. Est-ce que c'est vrai? Sur la première question, et ça date de la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu une expérience réussie de mise en marché, de mise en production de la variété Pink Lady sous forme de club. Et entreprise extrêmement bien réussie qui, derrière une marque, avec une organisation extrêmement solide, a assuré la maîtrise de l'évolution de l'offre avec une forte promotion et avec, sur la logique de la franchise, d'avoir des prix conseillés, et qui fait que l'expérience a été parfaitement réussie. Et dans la répartition de la valeur, toute cette construction portée par les producteurs associés fait qu'aujourd'hui encore, la rentabilité pour le producteur de cette variété reste correcte. Alors, elle est variable forcément en fonction de la performance de l'arboriculteur, selon ses conditions de sol, de climat, de l'année, parce que le rendement est variable, la coloration. Mais globalement, même il nous est arrivé de dire que le verger de pommes français, son équilibre financier a été largement soutenu par la réussite de ce que les producteurs ont su faire ensemble avec la qualité de la maîtrise de la production et de la mise en marché de cette variété. Bon. Alors après, vous en sauriez beaucoup plus avec l'association Pink Lady elle-même, mais voilà ce que l'on se dit et ce qui se confirme dans la profession. Après, c'est un peu plus complexe de répondre. On va dire que l'accès, on va dire, de quelques pommes, parce qu'aujourd'hui, ça reste, et on souhaite que ça reste avec des faibles volumes, mais l'arrivée qui est quand même peut-être en augmentation de pommes polonaises sur notre marché, elle se fait à conditions réglementaires équivalentes. C'est-à-dire que ces pommes, quand elles arrivent elles répondent à la nécessité d'être identifiées en catégorie, en calibre, et en termes également de normes résidus. Elles doivent être conformes. En tous les cas, nous faisons confiance à la DCRF pour vérifier que c'est bien le cas. En revanche, les conditions dans lesquelles elles ont été produites, l'itinéraire technique qui a été suivi en Pologne n'est pas le même que celui qui est suivi en France, ce qui fait que si jamais nous avions la possibilité de faire le même itinéraire technique, on aurait sans doute un prix de revient plus faible. En tous les cas, ça leur donne sur notre marché un avantage concurrentiel tout à fait important, puisque c'est un peu moins vrai cette année, puisque les producteurs polonais sont en grave difficulté également, puisque j'y vais régulièrement, ils m'invitent pour qu'on confronte un peu nos analyses, et ils ont terriblement souffert, et les prix auxquels ils accèdent maintenant au marché français font qu'ils ont nettement augmenté. Mais quand nous sommes inquiétés de l'arrivée forte des pommes polonaises, on va dire qu'à référence qualitative égale, ils étaient à moitié prix, quelquefois même à 40% du prix. Ils sont plutôt de retour à quelque chose qui va être de 75% du prix. Je fais quelque chose à la louche, mais tendanciellement, c'est pour ça aussi que nous considérons que nous avons toute notre place à produire en Europe, puisque malgré ces différences de conditions de production, chaque pays a ses contraintes et ses problématiques qui font que le match n'est pas perdu pour la pomme française, à condition que l'on fasse quelques efforts du côté national pour nous aider à être compétitifs, au moins au niveau que nous permettrait la réglementation européenne stricte, sans ajouter des couches nationales. Déjà, ça nous permettrait de résister un peu mieux. Et puis, comme cela a été dit, nous avons le consommateur
avec nous, puisque ça a été vrai en pêche, c'est vrai en tomates et c'est vrai également en pommes. Dès lors qu'il y a identification claire de l'origine, le consommateur français, les distributeurs français jouent totalement l'origine France. Donc on a besoin d'identification claire, on a besoin de conditions de production qui soient au niveau de ce qui peut être fait en Europe et non pas avec des contraintes supplémentaires en France qui nous disqualifient. Mais à partir de cela, si j'ose dire, nous n'aurions pas peur de la concurrence. Très bien. J'avais Serge Muller encore, et puis je vous indique que là, il faut qu'on Ouais. qu'on conclue là. Merci parce beaucoup. qu'on a débordé, donc ça fait un autre débordement. On a encore une audition derrière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, moi, je suis élu d'une circonscription où il y a des vergers, dans le Bergeracois. Voilà. Donc, plusieurs produits apparentés à des néonicotinoïdes sont encore homologués dans les pays voisins. Je pense par exemple à l'acétamipride, utilisée par les producteurs de pommes italiens, mais interdite en France. En tout, 6 insecticides sont utilisés en Italie contre un seul en France. Cette logique est contre-productive car les insectes ravageurs développent plus facilement des résistances contre une molécule unique. Beaucoup de producteurs de pommes ont demandé des dérogations au pouvoir public. Qu'en est-il aujourd'hui et confirmez-vous que, comme dans beaucoup de secteurs, la France joue à armes inégales comparée à ses concurrents du marché européen? Merci. Monsieur le député du Bergeracois, moi qui ai un verger à 20 km de Bergerac, je vous confirme que ce que vous dites est non seulement parfaitement vrai, mais c'est ce que nous rabâchons en permanence à tous les interlocuteurs que nous pouvons avoir aujourd'hui. Il y a des substances qui sont parfaitement autorisées par l'EFSA. Donc l'EFSA, c'est l'agence sanitaire à qui a été confié le soin d'autoriser ou de ne pas autoriser une matière active. Il se trouve qu'en France, une loi en 2016 a choisi d'interdire des substances néonicotinoïdes, dont l'acétamipride, qui aujourd'hui a bénéficié d'un renouvellement d'autorisation pour 15 ans. Ça veut dire que moi, je ne suis pas scientifique, mais que l'EFSA, selon son cahier des charges, a considéré qu'il y avait légitimité à réautoriser cette substance. Nous n'y avons pas droit. Il se trouve qu'un décret de 2019 est venu étendre la notion d'interdiction des néonicotinoïdes aux apparentés, et il a été considéré 2 autres matières actives comme apparentés néonicotinoïdes, sulfoxaflor et flupyridifurone. Et donc, ces 3 matières actives sont très efficaces sur pucerons. Nos collègues en Europe ont accès à ces substances puisqu'elles sont autorisées. Elles nous sont interdites. Et c'est là que notre problème de souveraineté devient terrible, puisque nous voyons le mur de l'impasse arriver, puisque l'an prochain, la seule matière active que nous avons encore, que nous pouvons utiliser contre le puceron cendré, qui s'appelle le spirotétramate, le Movento, va être interdite en Europe, puisque, enfin pas interdite, mais non représentée à l'autorisation par la firme, parce qu'elle considère qu'elle n'aurait pas forcément le renouvellement de son autorisation. Donc nous allons nous retrouver sans cette substance active, mais sans les autres. Nos autres collègues européens, quand je les rencontre, me disent « Mais de quoi tu nous parles, ton puceron? Pour nous, ça ne sera pas un problème, tout va bien. » Et pour nous, pas très loin de Bergerac, c'est-à-dire dans mon verger, ou un peu plus haut dans le Limousin, ou ici ou là, nous voyons des producteurs désespérés qui, dès aujourd'hui, avec le peu de moyens que nous avons, voient leur récolte à l'arrivée qui est puceronnée, c'est-à-dire qui fait que le verger ne peut pas être rentable tellement la qualité est moche. Et moi, j'ai vu des producteurs dire « Je ne recommencerai pas une année de plus, je ne peux pas me permettre de passer l'année à faire tout ce que je peux pour avoir des beaux fruits et ne pas être capable d'assurer cette qualité. Donc, je préfère renoncer. » Ce que j'évoque dans la perte de... Vous voyez, et cette situation, encore une fois, je ne suis pas un scientifique, je ne veux pas refaire les évaluations, dire l'ANSES, le législateur arrive. L'organisation fait qu'aujourd'hui, les choix franco-français nous mettent totalement en difficulté avec la possibilité, je le dis clairement, le verger français peut économiquement disparaître simplement parce qu'un puceron aura fait que l'arboriculteur ne sera plus en capacité de maîtriser une récolte de qualité. Vous voyez, c'est terrible de le dire, mais je pense que je peux d'autant plus facilement être compris que cela a été vécu
par la betterave, qui aujourd'hui en est rendu à multiplier les interventions, demander des dérogations pour le Movento, pour en faire plus, parce qu'il n'y a pas. Donc on sait que c'est possible, quoi. Même si jamais, il peut nous être dit ici ou là, et encore une fois, c'est possible, qu'il y a des micro-expériences qui font que là, on a réussi avec cette variété, là, on a réussi dans ces conditions de climat, là, on a réussi avec une substance qui s'appelle l'azadiractine, l'huile de Nîmes, qui est très aimée par les producteurs en agriculture biologique, mais qui est une substance que nous avons chaque année en dérogation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on pourrait perdre ces dérogations. Et on me dit même aujourd'hui que cette substance active est quasiment devenue plus importante que le Movento, en se disant, si jamais j'ai plus le Movento et si j'ai plus l'azadiractine qui est en dérogation, là, je vous assure, il n'y a plus de pommes en France.